Merci d'être venus si nombreux pour cette deuxième séance de notre session sur rites et fêtes, qui va se dérouler pendant toute l'année, une fois par mois, les mercredis soirs à 20h. Alors nous avons déjà écouté un professeur de l'université de Nantes, M. Piel, professeur d'histoire, qui nous a parlé des rites olympiques dans la Grèce antique. Et cette fois-ci, nous allons écouter Nadia Taïbi nous parler des rites, comment sont-ils, funestes? Ils sont funestes, en effet. Funestes du Ku Klux Klan. Voilà, alors Nadia Taïbi, que certains d'entre vous connaissent, on doit quand même un petit peu présenter. Voilà, donc elle enseigne la philosophie, elle est docteure en philosophie, rédactrice en chef, elle a plein de titres, de la revue Sens Dessous. Alors maintenant on dit coordinatrice, ça fait moins chef. Elle a travaillé sur la philosophe Simone Weil, sur laquelle elle a publié un ouvrage, sur les prisons, sur laquelle elle a également publié un ouvrage, ce qu'enfermer veut dire. Absolument. C'est ça, voilà. Et sinon, elle écrit de nombreux articles dans la revue Sens Dessous ou sur d'autres supports. Voilà. Et après avoir beaucoup travaillé sur le Ku Klux Klan, elle est maintenant en mesure de nous présenter sa synthèse, brillante, on n'en doute pas. Et je lui laisse la parole. Eh bien, merci Vincent Grégoire de cette présentation. Non, oulala. Alors, il me met la pression. Donc, contrairement à ce que vient de vous dire M. Grégoire, en fait, il s'avère que je n'ai pas beaucoup travaillé sur le Ku Klux Klan, mais qu'en revanche, j'ai travaillé relativement beaucoup sur la philosophe américaine Judith Butler, et donc c'est par Judith Butler que je suis arrivée au Ku Klux Klan. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas historienne, Vincent vous l'a dit. Donc, vous ne vous attendez pas, quoique quand même, on va beaucoup parler du Ku Klux Klan, mais on va surtout parler, en fait, parce que dans le titre, il n'y a pas que le Ku Klux Klan, il y a le renversement opéré par l'affaire Emmett Till. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, le Ku Klux Klan, en plus d'être ce qu'il est, donc c'est-à-dire effectivement une organisation politique qui se caractérise par des rites effectivement extrêmement funestes, voire criminels, on peut dire les choses comme ça, eh bien, en plus de ça, en fait, porte en lui, symboliquement, tout un imaginaire américain. Tout un imaginaire américain dont on peut dire que, hélas, il demeure toujours vivant. À cet imaginaire a dû s'opposer, s'est opposé, je ne sais pas comment le dire, devra s'opposer encore, un autre imaginaire. Et on peut dire qu'en ce sens-là, l'affaire Emmett Till, dont je vais vous parler, mais qui... Alors, l'affaire Emmett Till, en fait, propose finalement une nouvelle image des États-Unis. Alors, non pas que jusqu'à l'affaire... Alors, l'affaire Emmett Till, juste pour dire, c'est 1955. Le Ku Klux Klan, on va le voir tout de suite, c'est 1865. Donc ça ne veut pas dire que pendant 100 ans, l'ensemble des Américains étaient, pour ainsi dire, clanés. C'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il va s'opérer un renversement avec l'affaire Emmett Till dont on va parler, un renversement dans la perception que les Américains ont d'eux-mêmes. Alors je pense que vous l'avez déjà noté, en fait les Américains construisent leur histoire et à mesure qu'ils construisent l'image de leur histoire à mesure qu'ils font l'histoire. C'est assez étonnant à quel point, par exemple, quand on regarde le cinéma américain, on dirait qu'il court toujours après les événements, qui va en fait à chaque fois reprendre pour finalement affirmer à chaque fois un certain point de vue sur l'Amérique. On verra notamment, concernant le cinéma et le Ku Klux Klan, que le fameux film La naissance d'une nation, en fait, la naissance d'une nation, ça a été la naissance du deuxième Ku Klux Klan. Vous voyez, donc voilà. Voilà, en gros, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agira pas ce soir uniquement, c'est pour ça qu'il faut que j'aille vite, de parler du Ku Klux Klan, mais de parler surtout du Ku Klux Klan dans les rites qu'il va mettre en place, dans la représentation du monde qu'il va proposer, et évidemment, rites funestes, puisque des rites qui sont principalement fondés sur une vision américaine qui impose une séparation. Et pourquoi je commençais à parler de Judith Butler, parce que Judith Butler, justement,
C'est une philosophe américaine, née en 1956, toujours pas décédée, non parce qu'on dit la fin et la mort en général, enfin les vivantes. Et Judith Butler, en fait, fait partie des gens qui pensent qu'aux États-Unis, on peut aussi penser ce qu'elle appelle une cohabitation. Et cette pensée de la cohabitation, moi je pense qu'on peut la faire apparaître déjà avec l'affaire Emmett Till. Voilà, vous voyez le truc. Donc maintenant, quel rapport entre ça et puis les rites et les fêtes? Alors là, tout de suite, évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image. La première image que j'ai choisie pour illustrer la conférence, donc c'est une cérémonie du Ku Klux Klan, ça tout le monde a reconnu. Alors c'est toujours extrêmement spectaculaire, ne serait-ce que par le nombre de personnes, mais aussi évidemment des cagoules blanches, les habits blancs, la croix au milieu. Et donc on voit bien que il ne s'agit pas simplement d'un rassemblement comme ça de personnes qui vont manifester contre quelque chose. Il s'agit toujours de mettre en scène quelque chose. Et c'est dans cette mise en scène que se joue à chaque fois une forme de ritualisation. D'accord ? Donc je vais essayer d'opérer, je vais mettre du temps, c'est toi, tu me diras. Je vais opérer donc à la fois donc quand même une présentation historique du Ku Klux Klan, et puis en même temps tenter de faire des retours pour essayer d'exposer en quoi il s'agit d'imposer à chaque fois une certaine image donc des États-Unis. Ce que je peux commencer par dire, donc je vais commencer par le début. Au début, donc, naît le Ku Klux Klan. Donc le premier clan, on va dire, on verra que dans l'histoire du KKK ou du Ku Klux Klan, comme vous voulez, en fait, il y a 3 moments. Premier moment, le premier clan, 1865-1871, et j'ai repris l'expression d'un philosophe américain de l'université de Chicago qui s'appelle Adam Green et qui parle à ce propos de politicide. Alors politicide, cide, qui tue, politique. La politique, c'est-à-dire un ordre politique, une organisation politique. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, comme vous le savez peut-être, 1865, c'est la fin de la guerre de sécession et c'est le moment, en fait, de l'abolition de l'esclavage. Et le premier clan naît en résistance aux 3 fondements, en fait, aux 3, aux 3 lois qui vont apparaître, qui sont donc 3 amendements, le 13e, le 14e et le 15e, qui vont, à partir de l'abolition de l'esclavage, entériner l'abolition de l'esclavage, premièrement, les droits civiques pour les Noirs américains, et puis le droit de vote. Et là, en fait, se crée le premier clan. Et le premier clan, au départ, c'est vraiment, on pourrait dire, alors c'est vrai que c'est un peu léger de le dire comme ça, mais c'est une bande de gars un peu assez violents quand même, pas très nombreux, mais voilà, qui sont violents, qui boivent, qui sont d'origine écossaise. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils boivent et qu'ils soient violents, mais bon, c'est comme ça. Et qui habitent dans une petite ville qui s'appelle Pulaski, dans l'État de Tennessee. Et donc, ce sont des vétérans, ce sont des confédérés, des anciens confédérés, ils viennent de perdre. Et ils se réunissent comme dans un espèce de petit club. Et ils décident de s'appeler Ku Klux Klan. Alors au départ, Ku Klux, c'est ce qu'on dit, on ne sait jamais, vous savez, il y a toujours une mythologie dans la mythologie, mais a priori, Ku Klux, ça veut dire cercle, et ça leur est bien, apparemment ça leur plaisait bien, parce qu'en plus d'être un peu des brutes, ils aimaient bien le côté quand même classique. Ku Klux, grec, cercle, et clan, qui vient de l'écossais pour le coup, et qui veut dire clan. Donc Ku Klux Klan, voilà. Et au départ, donc ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas du tout habillés comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, c'est ceux-ci, ils sont là, c'est eux. Donc ils sont relativement ridicules quand même. Et leur objectif, c'est au départ de terroriser, en fait, les Noirs américains, donc les nouveaux affranchis, pour les empêcher à tout prix d'exercer leurs droits. Et ils vont, en fait, avoir un succès assez rapide, alors qu'au départ, c'est vraiment un petit groupe, parce qu'ils vont répondre en fait à une angoisse à ce moment-là dans le sud des États-Unis. Il faut savoir que dans le sud des États-Unis, il y a 4 millions d'esclaves qui se trouvent libérés pour une population globale de 9 millions de personnes. Ce qui veut dire que là, les Blancs, en fait, parce que c'est hélas comme ça qu'on va très très vite parler, se sentent extrêmement angoissés et menacés dans leur identité.
Donc il y a une forme de résistance qui va s'opérer, une forme d'adhésion assez rapide à ce petit groupe qui va essaimer un peu partout dans les États du Sud. Et en fait, il faut voir que, alors là aussi, ils vont jouer sur les images, c'est-à-dire qu'ils vont terroriser. Ils vont aussi aller voir les anciens esclaves, faire des espèces de rites un peu barbares, bien sûr utiliser la violence, et puis laisser entendre aux anciens esclaves qu'en fait, ce sont des fantômes des soldats sudistes. Alors nous, ça peut nous sembler complètement absurde, mais ça va créer aussi chez les nouveaux affranchis, faut voir aussi, il faut se mettre dans la place des nouveaux affranchis, des anciens esclaves, qui se retrouvent là, sans cesse harcelés donc par ces hommes qui, au départ en tout cas, ne sont pas très nombreux, mais agissent un peu comme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des milices terroristes. Vous voyez, c'est des petits groupes et ils harcèlent, ils harcèlent les gens. Mais progressivement, donc, le clan commence à prendre de l'importance, et surtout, il se trouve un chef. Le premier chef s'appelle Nathan Forrest, et lui, c'est un criminel de guerre, aujourd'hui, on dirait. D'ailleurs, c'est un criminel de guerre, les historiens le disent aujourd'hui, puisqu'il est responsable d'un massacre le 12 avril 1864, qui a coûté la vie à 400 soldats yankees, donc, qui étaient noirs, et en fait, qui se rendaient dans l'État du Mississippi, au Fort Pillow, il se rendait et il les a tous fait massacrer. Voilà. Donc c'est un criminel de guerre, il a une sale réputation, il est horrible, il est très violent, sanguinaire, en plus ils en rajoutent évidemment. Donc il y a une propagande à ce moment-là, pour montrer à quel point ce gars est féroce. Il s'improvise lui-même, il s'autonome grand sorcier, donc ça aussi on joue sur l'imaginaire, grand sorcier du monde invisible, de l'empire invisible. Donc tout d'un coup, dans les États du Sud des États-Unis, se répand la rumeur de cette espèce de fou furieux, on peut dire comme ça, qui quand même a pour efficacité, parce que c'est un bon chef, d'unifier tous ces petits groupes. Et donc on peut dire que c'est à partir de lui, à partir de sa prise en main en quelque sorte, que naît réellement le Ku Klux Klan. Et alors là, par contre, au départ, l'État fédéral, on pourrait se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, c'est n'importe quoi quand même, parce qu'il commence à y avoir des crimes, etc., etc. L'État fédéral ne fait rien. Sauf que là, ça va un petit peu loin, parce que lui prend pour cible non seulement les Noirs affranchis, mais aussi les républicains blancs, qui à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que contrairement à ce qu'on sait aujourd'hui, c'est dans le sud des États-Unis, à ce moment-là, c'est des républicains qui soutiennent les anciens esclaves, d'accord? Et lui décide que pour casser réellement toute forme d'appétit, toute forme de prétention à l'exercice du droit politique, il faut surtout s'en prendre parmi les anciens esclaves à ceux qui sont les plus lettrés, et puis surtout viser aussi tous les blancs qui veulent soutenir l'abolition de l'esclavage. Donc eux sont pris pour cible de manière systématique, ce qui met l'État fédéral complètement au pied du mur. Et là, du coup, on décrète une loi martiale, on envoie l'armée fédérale, et c'est la fin du Ku Klux Klan. 1872. En fait, j'ai mis 71, mais on ne sait pas trop. 71, on va dire, pardon. Alors on pourrait dire, c'est cool, c'est bon, c'est fini. Non, pas du tout, parce que justement, c'est là où j'arrive avec mon problème de ce soir. C'est que ça persiste. Pourquoi? Parce que ce qu'a fait le clan, à ce moment-là, dans le sud des États-Unis, c'est qu'il a suffisamment marqué les esprits pour qu'on n'ait plus besoin de lui. On n'a plus besoin de lui. C'est-à-dire que la suprématie blanche s'est instaurée. Autrement dit, progressivement, on s'aperçoit que, effectivement, les Noirs deviennent des citoyens de seconde zone. Et ce d'autant plus que vont s'instaurer en 1877, parce qu'ils étaient du côté d'Hewitt, 77, les lois Jim Crow. Alors ça, vous connaissez peut-être pas Jim Crow, mais vous connaissez sans doute ces lois, ne serait-ce que parce que, en fait, on en connaît bien sûr les effets, c'est-à-dire que ces lois vont jusqu'en 1964, vous avez vu, ça dure très longtemps. En fait, on ne peut pas réinstaurer l'esclavage. Cependant, l'État fédéral va fermer les yeux sur... on va négocier en quelque sorte une sorte de pacification, comme on pourrait dire, dans le sud des États, dans le sud des États-Unis, donc dans les États du Sud. C'est-à-dire qu'on va abandonner pour l'instant
le 14e amendement et le 15e, c'est-à-dire les droits civils et le droit de vote. D'accord ? Évidemment, quand je dis ça, ça ne veut pas dire, gardons en tête qu'il y a toujours des gens qui résistent, évidemment. Donc, c'est-à-dire, comme on le sait, séparation des écoles, séparation dans les hôpitaux, etc., etc. Ça, on connaît, avec aussi vraiment des choses extrêmement humiliantes pour les Noirs américains à ce moment-là du Sud, c'est-à-dire l'impossibilité même de partager un trottoir, l'impossibilité, on le verra avec l'affaire Emmett Till, quand on est un homme noir, même de regarder une femme blanche, enfin ça va extrêmement loin. Sans compter que Jim Crow, c'est une chanson, ça vient d'une chanson qui est extrêmement infamante déjà pour les Noirs américains. Bon, je vais plus vite parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Donc là, voilà, ça c'est une image vraiment très représentative de ce qu'étaient ces lois de Jim Crow, à savoir, voilà, on voit un jeune homme noir, et ben, il boit une fontaine à eau qui porte la signe colored, c'est-à-dire réservé aux Noirs. Voilà. Et donc, là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que, j'ai dit assez vite tout à l'heure que s'instaurait un système, en fait, qui faisait que on peut s'étonner, parce que, en fait, en tout cas, moi, ce qui m'a étonné, c'est pour ça que j'en parle, c'est que, en fait, le droit, fondamentalement, le droit américain n'allait pas dans le sens des lois de Jim Crow. Vous comprenez, c'est une espèce de rapport de force, et à ce moment-là de l'histoire, eh bien, c'est le Ku Klux Klan, bien qu'il ait disparu, qui l'a emporté sur le plan idéologique. D'accord ? Et comment il l'emporte ? Eh bien, il l'emporte par la pratique du lynchage, notamment, qui est systématique. Et, elle est bizarre mon titre, pratique du lynchage et carte postale, donc il faut que je m'explique. Par la pratique du lynchage, hérité, alors non pas hérité de la première guerre, la guerre d'indépendance. Lynchage, on dit, parce qu'en fait l'étymologie est douteuse, on n'est pas tout à fait sûr, mais quand même on admet que ça reviendrait de Charles Lynch, né en 1736 et mort en 1796, qui lui, pendant la guerre d'indépendance, donc avant, avait mis en place des tribunaux spéciaux, on dirait ça comme ça, où on pratiquait une justice expéditive, mais plutôt à l'adresse de ceux qui étaient soupçonnés de loyalisme à l'égard des Anglais. Donc rien à voir. Enfin, rien à voir avec la suite. Donc le lynchage, en fait, c'est toute pratique qui vise non seulement, qui vise à meurtrir le corps de l'individu qui subit le lynchage, individu évidemment systématiquement un homme noir, d'accord ? Lyncher, ça veut dire pas simplement, au départ en tout cas, c'est essentiellement, on utilise essentiellement le fouet. On utilise le fouet parce que symboliquement, le fouet, c'est l'esclavage. Et puis, il faut savoir, en fait, alors je ne sais pas, mais dans l'imaginaire français, je ne sais pas si on a à ce point-là l'idée que quand on fouette un homme, à ce moment-là de l'histoire, on n'a pas d'antibiotiques. Ça veut dire que, grosso modo, c'est la mort quasiment systématique, dans d'atroces souffrances. On fouette, parce que, je ne sais pas. Bon, pourquoi je précise ça ? Parce que c'est mon goût du funeste, peut-être. Et le fouet... voilà, et le lynchage, il est toujours en fait ritualisé, c'est-à-dire que c'est vraiment la ritualisation de la domination raciale. D'accord ? Le lynchage, c'est toujours dans l'imaginaire américain des blancs qui lynchent, enfin, qui vont ainsi marquer leur domination. Et alors, pourquoi est-ce que je parle de carte postale ? Parce que en fait, une pratique qui va se diffuser très vite. C'est non seulement, donc ce sont des crimes qui sont commis de manière assez organisée dans tout le sud des États-Unis pour maintenir en fait cette domination raciale. Et on va diffuser des cartes postales qui sont en fait des démonstrations macabres de la puissance des Blancs du sud des États-Unis. Sans aucune, comment dire, alors je vais dire après. Alors là, je vais pas lire tout ça parce que sinon... vous allez, vous l'avez peut-être déjà lu, je ne sais pas si c'est utile. En fait, une image qui est la plus diffusée, elle est assez, elle nous décale dans le temps parce qu'on est dans le deuxième Ku Klux Klan et j'y viendrai. C'est une image du 7 août 1930 et que vous connaissez sans doute en fait, qui représente le lynchage notamment de Thomas Shipp. Donc c'est ce que je vous montre et ce que je vais vous montrer. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que donc il est photographié, on va immortaliser la scène
et ça va faire une jolie carte postale qu'on va pouvoir ensuite envoyer à ses amis de sa petite visite dans le sud. Et là, vous voyez, en fait, ce qui est... Alors nous, ça vous semble... C'est assez terrorisant, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que c'est... C'est-à-dire que c'est... Alors là, il y a un autre, en plus, homme avec lui. Ce qui est terrible, c'est que déjà... Bon, il y a plusieurs choses qui sont terribles, mais premièrement, l'idée qu'on va finalement assister au lynchage. C'est une sorte de fête. Hein. On va assister au lynchage, on va faire des cartes postales, on va acheter les cartes postales. Et on va ensuite ramener des cartes postales chez soi. On va même faire de l'argent autour de ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, le but, c'est vraiment d'organiser, de normaliser une pratique criminelle. Hein, et c'est aussi une manière de se percevoir soi-même. On devrait évidemment, j'imagine que chacun d'entre vous se demande comment, ne serait-ce que ces hommes-là blancs n'avaient pas honte d'être présents. Hein, et bien non seulement ils n'ont pas honte, mais ça affirme comme ça leur identité. Et en fait, on va... et puis alors, il s'agit aussi, pour les autres blancs qui ne seraient pas là, parce qu'il y en a quand même qui n'étaient pas là, il faut bien imaginer quand même que les gens sont des êtres humains, il y en a sans doute qui n'étaient pas là et qui peut-être même, au fond d'eux-mêmes, résistaient, c'est leur dire, en fait, voilà, tu vois bien que c'est normal, ce qu'on fait, puisqu'on en fait des cartes postales. Et puis c'est aussi avertir les Noirs. Vous voyez bien ce qui va vous arriver. Vous voyez bien qu'on achète des cartes postales où vous êtes dessus représentés comme des pendus. Alors derrière, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut noter, puisque je parlais de Judith Butler tout à l'heure, ce qui va se jouer, et on va y arriver avec l'affaire Emmett Till, c'est que en fait ces hommes noirs, alors là, en l'occurrence, là j'ai parlé, je lui ai donné un nom et un prénom, mais il y en a 5000 qui sont tués, au moins, 5000 qu'on a identifiés, et qui sont en fait anonymes. C'est-à-dire que l'idée aussi du système raciste, en fait, c'est vraiment la désingularisation. Et puis, ça reprend aussi un concept que je trouve très intéressant, qu'utilise beaucoup Judith Butler, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui de la pleurabilité des vies. Il y a des vies qui sont pleurables, puis il y a des vies qui ne sont pas pleurables. Et la vie d'un homme noir au sud des États-Unis à ce moment-là, elle ne compte pas. Hein, d'ailleurs, ça va donner un certain slogan. Elle ne compte pas, elle n'est pas pleurable. La vie est séparée entre ceux dont la vie compte, des Blancs, ceux qu'on va pleurer, parce que la valeur d'une vie, ça se joue toujours, elle explique ça, au futur antérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle va disparaître. Et là, l'idée, si vous voulez, du racisme comme système, en tout cas instauré dans le sud des États-Unis à ce moment-là, j'arrive à cette image parce qu'elle est terrible, c'est en fait l'idée que, quand même, il y a la possibilité de se séparer de certaines vies et que ça compte pas, que ça ne fait pas de différence. Alors tout ça repose, alors là je vais aller très vite, sur le vigilantisme, je vous ai mis ça, et le droit à l'autodéfense, parce que je me suis dit, il faut quand même que je leur parle de ça. Je parle de beaucoup de choses. Le vigilantisme, ça vient justement un petit peu avec l'histoire du lynchage. Le vigilantisme, nous en France, ça a donné le voisin vigilant, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Non, ou le vigile. C'est l'idée que, en fait, alors au départ, ça vient, alors ça c'est la philosophe Elsa Dorlin qui l'explique dans un livre en 2017, ça vient au départ aux États-Unis toujours, parce qu'on y est, de l'idée qu'en fait, on peut créer des petits comités de vigilance, donc c'est des milices armées, en fait, qui vont se détacher encore une fois d'un ordre policier organisé par un État, et qui vont s'auto-improviser justiciers. D'accord ? Ce sont des petits justiciers. Et ça a essaimé, pareil, depuis la première guerre d'indépendance, en passant par la guerre de sécession. Et dans le sud des États-Unis, évidemment, à ce moment-là, le vigilantisme couplé avec le racisme, ça donne le lynchage, assez systématiquement. Je vais plus vite. Hop. Alors, je suis obligée de je fais un énorme saut dans l'histoire pour montrer que ce que je dis a du sens. Pourquoi ? Parce que, en fait, être vigilant, ça veut dire être capable, éprouver une peur raisonnable. C'est la notion de peur raisonnable. Alors nous, en France, on parle plutôt de dangerosité ou d'insécurité. On peut légitimement, par exemple, c'est ce qui s'est passé le 26 février 2012 en Floride aux États-Unis. Alors ça, c'est une histoire qui est très connue. C'est George Zimmerman, un bon citoyen,
Bon, citoyen, je dis ça pas ironiquement, c'est parce qu'on l'a blanc, parce qu'il est libre et parce qu'il n'a pas été puni. Et alors, il abat Trayvon Martin, un Afro-Américain de 17 ans, qui rendait visite à son père. Et en fait, Zimmerman, il est coordinateur de la surveillance de quartier pour la communauté fermée. Vous voyez ce que c'est une communauté fermée? Mince. Refusez l'arrêt. Où Martin rendait visite à des parents au moment de la fusillade. Alors, Zimmerman, il se méfie de Martin. Pourquoi? Parce qu'il a un look quand même assez singulier. Par rapport au quartier, il dénote. Il a une capuche, c'est un jeune homme noir. Et donc, il se sent agressé. Et son sentiment à lui d'insécurité fait qu'il le tue. D'accord? Il le tue. Voilà, je fais un peu plus vite. Il le tue. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il n'aura pas tellement à justifier de son acte, sinon que... Enfin, il va se justifier quand même. Et bien, il va invoquer la légitime défense. Parce que légitime défense qui n'est pas fondée sur le fait qu'il a été réellement menacé, mais sur le fait que raisonnablement, il pouvait imaginer qu'il pouvait l'être. Vous voyez le truc? Et voilà, donc bon, vous savez peut-être tous que l'affaire Zimmerman, c'est ce qui va déclencher la naissance du mouvement Black Lives Matter, ensuite, puisque c'est à partir de là que Alicia Garza, donc 3 femmes, Patricia Cullors et Opal Tometi, créent le hashtag BLM. Je veux dire le hashtag Black Lives Matter, qui va ensuite prendre une autre ampleur avec l'affaire George Floyd en 2020. Ok? Mais ça, parce que en fait, je suis obligée de faire des petits allers-retours parce que je fais confiance à votre. Arrivons maintenant au deuxième clan de la naissance d'une nation. Et là, j'ai oublié le là que je rajouterai à Superman. Alors tout ça pour vous dire que les Américains, ils aiment le cinéma quand même. Deuxième clan, 1915-1946. Alors pourquoi Naissance d'une nation? Parce que figurez-vous que ce film, que peut-être vous avez vu, de Griffiths, en fait c'est... alors l'histoire, je vais vite raconter l'histoire, parce que sinon j'arriverai jamais à Emmett Till. Ce film, en fait, donc on est en 1915, le clan il est un petit peu agonisant, le Ku Klux Klan, et ce film met en scène, donc c'est Griffiths, qui met en scène le Ku Klux Klan, comme un groupe qui va... alors lui, il est très pro-sudiste et il est très pro-confédéré, d'accord? Donc les anciens, voilà. Et donc, il décide de faire un film où il met en scène le clan comme une armée de bons gars courageux qui vont sauver des femmes blanches contre des hordes de noirs sauvages qui veulent les violer. En gros, je caricature à peine. C'est un film qui est très beau, par ailleurs, c'est ça qui est horrible, parce que c'est un chouette film, mais horrible sur le fond, absolument horrible. Et en fait, c'est le premier film vu à la Maison-Blanche en 1916, que d'ailleurs le président Wilson jugera formidable, malgré qu'à ce moment-là, déjà, il est boycotté, etc. Et c'est un film qui a, à ce moment-là, c'est un blockbuster, c'est comme ça qu'on dit, absolument extraordinaire, remarquable. D'autant plus que le cinéma n'est pas encore diffusé comme aujourd'hui, on est en 1915. Et donc, que fait... Alors déjà, tout de suite, le clan qui existait encore un petit peu se prend tout d'un coup un essor incroyable, parce qu'il va renaître, en quelque sorte, grâce à ce film. Et alors, il faut savoir que c'est ce film, c'est grâce à ça, c'est avec ce film que naît l'habit aujourd'hui classique du Ku Klux Klan, c'est-à-dire la cagoule blanche, la petite toche blanche, etc. Et là, il y a une espèce d'engouement pour la société américaine, pour le clan, mais vraiment un engouement tout à fait spectaculaire, parce qu'il y a un nouveau sorcier impérial qui s'improvise, qui s'appelle Joseph Simon. Voilà, bon, c'est pas grave si vous oubliez son nom. Mais alors, celui-ci fait du clan une industrie. C'est-à-dire que partant de cette voilà, après j'arriverai à Superman. Je mets Superman, pas tout de suite, moi après. Donc ça, donc il fait une industrie, c'est-à-dire qu'à partir de là, en 1915, progressivement, il y a un recrutement qui s'effectue et on atteint en 1923 4 millions d'adhérents, avec un système de recrutement pyramidal.
savez, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on fait payer les gens qui adhèrent. On les fait payer relativement cher, parce qu'à l'époque, c'est l'équivalent de $120 aujourd'hui. Et en fait, ils doivent eux-mêmes retrouver des gens qui vont leur payer, qui vont leur donner 40% de leur adhésion. Vous voyez le truc? Et en plus, on a un habit qui est formaté, c'est-à-dire la toge blanche, etc. On n'a pas le droit d'en choisir ou de la fabriquer soi-même. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, il va se faire un petit empire comme ça. Et le clan devient de plus en plus puissant, de plus en plus riche. Et il élargit aussi son panel de haine. C'est-à-dire qu'il devient anti-immigrant, parce qu'à ce moment-là, il y a une grosse immigration aux États-Unis, anti-juif, anti-catholique, anti-urbain. Alors, anti-urbain, je ne sais pas pourquoi, mais anti-urbain. Donc, et 4 millions, donc il faut savoir que c'est absolument énorme compte tenu de tous ces gens-là qui ne peuvent pas adhérer au clan. Si on enlève les juifs, les catholiques, les urbains et les immigrants, il ne reste plus que les protestants assez riches, parce que les pauvres ne peuvent pas adhérer non plus. Donc vous voyez, c'est quand même 4 millions, ça veut dire qu'il y a une adhésion idéologique massive. Et notamment, en 1925, il est connu qu'il y a un énorme défilé à Washington où ils sont des millions. Et alors, j'y vais, je continue, mais je ne vais pas trop y aller. Donc voilà, il y a plein de publicités où apparaît le clan. Par exemple, Kodak, qui font des trucs sur le clan. Ils jouent sur le KKK. Il y a des petits habits. On peut acheter des petits habits pour ses enfants. Devient un gentil... voilà, ils font des fêtes absolument extraordinaires avec des kermesses, etc. Et tout ça, tout en continuant évidemment à commettre des crimes odieux. Mais c'est comme si, en fait, ils lavaient en quelque sorte leur image. Vous voyez, c'est du clan washing. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Alors, il y a un homme là-dessus qui... Alors, ensuite, il y a, je vais vite, une espèce d'effondrement de ce deuxième clan suite à différents scandales assez glauques, puisque le grand sorcier, il s'avère quand même que c'est un violeur récidiviste. Or, parmi les bases du clan, il y a quand même la famille, etc. Donc, ça fait un peu moyen. Sans compter qu'ils sont aussi contre l'alcool et puis que finalement, on renonce à la loi de la prohibition. Enfin, bon, il y a toute une série de catastrophes qui s'abattent sur notre clan. Et donc, progressivement, il s'effondre. Il s'effondre alors qu'il commençait aussi à pouvoir avoir un nouveau combat qui était de lutter contre les nouvelles revendications des GI américains qui rentraient, parce qu'on est à la fin, en 1945, ils rentrent aux États-Unis, ils se disent « Oh là là, les gars, alors là, nous on vient de lutter contre le fascisme en Europe et on va se retrouver dans un monde ségrégué, non, ça va pas être possible en fait. Donc on va essayer d'instaurer une démocratie réelle aux États-Unis. » Donc il y a tout un mouvement noir à ce moment-là qui se met en place. Donc là, ils commençaient à renaître un petit peu de leur cendre, mais quand même, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché aussi grâce à ce personnage, Stetson Kennedy, qui lui a vraiment fait un truc, a vraiment utilisé, justement, c'est là où c'est intéressant, une autre image de l'Amérique, Superman. En fait, Superman, à ce moment-là, c'est un personnage extrêmement populaire, parce qu'il y a une radio, parce qu'à la radio, il y a un feuilleton à l'adresse des enfants, qui est diffusé tout le temps. Et lui, il utilise Superman pour ridiculiser le clan. Et en fait, ça commence à marcher. C'est-à-dire, pour vous dire, c'est un imaginaire contre un imaginaire. Et lui, en fait, Stetson Kennedy, il va même les ridiculiser jusqu'à aller en habit du clan à la Washington pour montrer à quel point ils sont stupides. Et il le fait en présence d'autres nations réunies, ce qui humilie le président américain de l'époque. Et donc, ce qui emmène progressivement le gouvernement américain, en 1947, a déclaré le clan comme association subversive. Donc là, en fait, le deuxième clan, c'est mort. Enfin, c'est mort. Il vivote. Et puis, j'arrive enfin à mon affaire Emmett Till. Il est temps. Alors, l'affaire Emmett Till, elle intervient en 1955, au moment du dernier clan. Alors, le dernier clan, pourquoi ? Parce qu'en 1954, peut-être que vous ne le savez pas, auquel cas je vous le rappelle, le 17 mai 1954, il y a un moment qui est très important, c'est que le gouvernement américain décide de rendre anticonstitutionnelle la ségrégation dans les écoles. Et là, dans le sud des États-Unis, ça va faire très très mal. Donc là, il y a un troisième clan qui se met en place.
Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'affaire Emmett Till. Une affaire qui, en fait, en France, n'est pas très connue. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses autour d'Emmett Till, donc on commence à connaître, surtout que Joe Biden, en 2022, a enfin, je le dis, vous voyez, c'est bon, on n'a plus le droit de lyncher quiconque aux États-Unis. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une loi anticonstitutionnelle. Et cette loi, elle s'appelle Emmett Till. Donc pour vous dire que cette affaire a quand même vraiment beaucoup d'importance. Alors, je raconte un peu mon histoire. Donc Emmett Till, c'est le jeune homme que vous voyez ici. Ce jeune homme, il a 13 ans au moment des faits. Et là, c'est sa maman. Et en fait, la mère d'Emmett Till, je vous laisse regarder le texte, je ne vais pas lire le texte. La mère d'Emmett Till, c'est quelqu'un d'assez intéressant parce que c'est une personne extrêmement indépendante. Elle est née dans le sud des États-Unis, elle a décidé de partir... Non, elle n'a pas décidé. Elle est née dans le sud des États-Unis, elle est partie petite à Chicago, comme beaucoup d'Américains, de Noirs américains qui le pouvaient, en fait. Donc elle va à Chicago, elle fait des études, elle fait partie des premières femmes noires à avoir fait des études assez universitaires, assez remarquables. Et voilà, donc c'est une femme très émancipée. Elle a cet enfant, Emmett, des suites d'une union avec le père d'Emmett qui lui-même est mort en Europe, pendu, soupçonné d'avoir violé pendant la Deuxième Guerre mondiale une femme italienne. En fait, on sait que c'est faux maintenant. Mais bref, voilà. Donc Emmett, c'est un jeune homme très émancipé, pas très préoccupé par cette question raciale, en fait. Il vit à Chicago. Mais il a sa famille dans le sud des États-Unis. Et en fait, pour ses 13 ans, pendant l'été, il veut aller voir son oncle Moses à Monet. C'est vrai, c'est des endroits qui sont vrais. Je vous laisse... Non, je vais laisser... Hop, j'y vais. Il va à Monet. Donc, c'est une ville du sud profond, comme je vous l'ai mis. Donc, à Monet, il n'y a pas grand-chose. Il y a une rue. Et puis, il y a des excités à droite qui sont contre « We won't go to school with Negroes ». Donc, c'est vraiment le sud dans vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Et Emmett, il va chez son oncle. Alors lui, voilà, il écrit des lettres où il est content de ramasser du coton avec ses cousins. C'est un garçon qui a du mal à comprendre ce que sa mère lui dit en partant, c'est-à-dire jamais, jamais, jamais tu ne réponds à un blanc. Jamais tu ne regardes une femme blanche dans les yeux. Elle lui donne un tas de recommandations, mais elle sent bien quand même qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'a pas dans son corps, en quelque sorte, il n'est pas stigmatisé, il n'a pas dans son corps les marques de ce que ses cousins ont de manière immédiate, c'est-à-dire leur manière de marcher, leur manière de regarder ou pas les blancs. Ça, il ne le sait pas et on ne peut pas l'inventer. Quand on est né libre comme Emmett, on ne peut pas devenir de nouveau, il n'y arrive pas. Donc il fanfaronne, il fait plein de blagues. Ses cousins ont très peur d'ailleurs, parce qu'ils disent putain, c'est pas possible, il est intenable. Et bon, il est gentil comme tout, c'est juste il plaisante en fait, il fait rien de grave. Mais il agace tout le monde parce qu'il a ce comportement de petit garçon noir libre, ce qui est complètement incongru à Monet. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, dans cette épicerie, alors là je vous ai mis l'épicerie, le lieu du crime. Donc c'est l'épicerie Bryant's. Donc c'est une épicerie qui est tenue par un couple de blancs très pauvres en fait, et qui en fait dont la principale clientèle ce sont des noirs en fait. Vous voyez, parce que en fait dans le sud des États-Unis il y a aussi évidemment des gens, il y a des propriétaires terriens, mais il y a aussi beaucoup de paysans de gens extrêmement pauvres. Et c'est ici qu'Emmett Till aurait offensé Vera Jo Orman Bryant. Alors, il l'aurait offensé, on n'en sait rien, c'est-à-dire qu'en fait, soit il a sifflé en sortant de l'épicerie. En fait, un après-midi, ils vont acheter des petites friandises avec ses cousins. Ses cousins quittent l'épicerie. Lui, peut-être que, on ne sait pas, soit il a sifflé, parce que c'était une ancienne reine de beauté, qui a été super belle, donc soit il a fait, bon, je ne sais pas faire, mais je ne suis pas sûre, soit peut-être qu'il l'a touché, ce qui est un crime total, soit, on ne sait pas ce qu'il a fait, ou peut-être même juste il ne lui a rien fait, parce qu'après, elle dira qu'il n'a rien fait en fait. Bref, en tout cas, on lui avait dit, quand une femme blanche marchait dans la rue, il fallait disparaître, c'était comme ça. Au cours des 75 années qui ont précédé l'arrivée d'Emmett Till dans le Mississippi, plus de 500 Noirs ont été lynchés dans cet État, pour la plupart accusés d'avoir fréquenté des femmes blanches.
Mathilde, à son fils, avait dit avant son départ pour mener chez son grand-oncle, « Si tu vois une femme blanche arriver en face de toi, tu descends du trottoir et tu baisses la tête. » Elle n'a pas réussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, Emmett Till, je crois qu'après j'ai pu... Ah ouais. En fait, il aurait effectivement offensé cette femme. Son mari rentre, il n'est pas là à ce moment-là, il rentre de je ne sais pas où, d'ailleurs je ne me rappelle plus. Il rentre avec son beau-frère. Il décide d'aller dans la ferme de son grand-oncle en pleine nuit. Ils enlèvent Emmett et ils le lynchent de manière absolument atroce. Et ils le jettent dans la rivière d'à côté. Voilà. Et pendant ce temps-là, Mathilde, elle attend son fils à Chicago. Elle se rend compte qu'elle n'a pas de nouvelles. On fait des recherches. On retrouve le corps d'Emmett Till. Parce que assez vite, quand même, on retrouve le corps. Et puis, le corps arrive dans un état atroce, tant et si bien, quand même, on refuse à la mère de voir le corps de son fils. Et elle dit, non, moi, je veux voir le corps de mon enfant. Donc, on enlève le cercueil, on ouvre le cercueil. Il paraît que c'était atroce parce qu'il était complètement, vous allez voir, je suis désolée, j'ai une image, complètement atroce. Et elle décide, on lui dit, écoutez, si vous voulez, on va faire des funérailles un peu discrètes. Elle décide que non. Elle décide que le corps de son fils, on va l'exhiber. On va le montrer. On va organiser des funérailles. Et à Chicago, alors elle ne pensait pas à ça, il y a 50 000 personnes qui se déplacent pour aller voir le corps de son fils. Tous les médias américains, du coup, parce qu'on est dans le nord des États-Unis, s'emparent de l'affaire. En France, on parle d'Emmett Till. Bob Dylan fait une chanson sur Emmett Till. Ça devient un phénomène extraordinaire. Et tout d'un coup, il apparaît que tuer un enfant noir est un crime indigne de la société américaine. Et donc, ce qu'elle fait là, c'est absolument inouï. Et Rosa Parks, 3 mois après, refuse de se soumettre. Exactement. Ça donne une espèce de truc tout d'un coup où l'imagerie se transforme. Alors bon, désolé, parce que du coup, je suis obligée de rendre hommage. Alors là, je croyais que c'était... Ouf, on n'est pas tout de suite dans l'horreur. Alors, que se passe-t-il pendant ce temps-là? Parce qu'elle fait tout ça, ça produit tout ça, mais que se passe-t-il dans le sud des États-Unis? Est-ce que ça produit une révolution immédiate? La réponse est non, bien entendu. Nos amis, qui ne sont pas nos amis, Milan et Bryant, donc là, vous avez les 2 accusés, qui sont là avec leurs épouses respectives et qui donc sont à leur procès et qui vont être absolument pas inquiétés. Le jury est composé exclusivement d'hommes blancs. On va donc dire non, ils ne vont pas avouer les faits. Ils vont dire qu'ils ont effectivement enlevé Emmett Till, mais qu'ils ne l'ont pas tué. Alors qu'on a des preuves. Alors c'est super dur pour les Noirs de l'époque de monnaie de témoigner. Ceux qui témoignent quittent immédiatement le sud des États-Unis. Mais quand même, on a un certain nombre de preuves. Et alors le fait le plus horrible dans l'histoire, c'est qu'en 1956, donc 1 an après la mort d'Emmett Till, ils vont vendre leur histoire $4,000, à l'époque c'est énorme, pour le journal Look, où ils vont carrément décrire les faits, où ils vont tout avouer. Mais ils savent qu'ils ne risquent rien parce qu'il y a une loi qui les protège, qui est la double jeopardy, qui fait qu'on ne peut pas accuser 2 fois pour un même crime, d'accord? Donc du coup, ils risquent rien. Mais ils avouent absolument tout. Et alors, dans leurs aveux, ce qui est intéressant, excusez-moi, mais c'est comme ça, ils expliquent qu'en fait, ils ne pouvaient rien faire d'autre. C'est comme si c'était comme ça. Que pouvions-nous faire d'autre? Il était sans espoir, le Emmett. On n'a pas réussi, en fait, à le mater. Donc lui, il dit, je ne suis pas une brute. Je n'ai jamais fait de mal à un nègre de ma vie. J'aime les nègres. Je sais comment les travailler. Je suis restée là, dans ce hangar, et j'ai écouté ce nègre me lancer son fiel. Et j'ai pris ma décision. Chicago boy, j'ai dit. J'en ai marre qu'ils envoient des gens comme vous ici pour créer des problèmes. Donc ça, c'est en lien aussi avec les choses qui évoluent. Bon sang, je vais faire de toi un exemple pour que tout le monde sache comment ça se passe ici pour moi et les miens. Vous voyez, c'est toujours l'idée d'un rapport de pouvoir. Bon, cependant, n'empêche, tu me dis, Vincent, ce qui se passe quand même, c'est qu'à ce moment-là, ouais, encore 2 minutes. Ouais, je suis finie.
J'ai peur. Du coup, voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vous montre d'abord mon affaire. Voilà. Donc là, on a les funérailles de Mamie Till. Et vous voyez, c'est terrible, hein, je suis désolée de vous imposer ça. Mais voilà, donc là, on a le visage adorable, poupon d'Emmett, et puis ce qu'il est devenu suite au lynchage. Donc ça frappe vraiment, vraiment les esprits, quoi. C'est atroce. Et donc du coup, donc là, c'est Mamie Till. Elle est morte, elle, en 2003, je crois. Elle a continué toute sa vie à militer. Et elle a réussi quand même à faire avancer un peu les choses. Enfin, beaucoup même à ce moment-là, quand même. Hein. Mais pour autant... Aux États-Unis, encore aujourd'hui, les choses, on voit bien, avancent et reculent. Hein. On voit bien qu'à chaque fois, il y a une espèce de va-et-vient dans la construction de ce que c'est que, dans la construction de l'imagerie, on pourrait dire de l'imaginaire américain même, qui, en partie, c'est histoire contre histoire, c'est légitimité contre légitimité. D'accord ? Donc, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, Mamie Till, elle fait son en 55, c'est pas fini du tout. C'est pas du tout fini, mais ça va enclencher. Enfin, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Hein, les marches de Martin Luther King, bien sûr, notamment la marche de Selma. Où là, Luther King, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de, vous le savez, hein, bien sûr, de faire usage de ce qu'il appelle la non-violence. Mais pourquoi ? Encore une fois, pour montrer, pour faire apparaître la violence exercée aussi contre les Noirs américains. C'est-à-dire que c'est extrêmement frappant à quel point Luther King aussi se dit, bah tiens, il faut que je frappe les esprits. Il faut que je frappe les esprits. C'est-à-dire que, ok, eux, ils ont mis des cartes postales avec des Noirs lynchés, bah moi, je vais faire une marche où on va voir effectivement des Noirs marcher dignement et des chiens et des hommes blancs leur hurler dessus. Et ça, on les a tous vus, ces images, n'empêche. Donc, il s'agit de progressivement transformer l'imaginaire. C'est-à-dire, pour revenir à Judith Butler, parce que vous avez vu, Phil, il faut changer ce qu'elle appelle les cadres normatifs. Mais c'est vachement long. C'est vachement long et surtout, ça, voilà, c'est long et c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné. Parce qu'après l'affaire Emmett Till, vous le savez, il y a eu toute une série de violences. Hein, je ne vais pas revenir sur le Mississippi Burning 1964, sur un attentat récent. Hein, comment c'était en 2019, non ? Ou est-ce que j'ai une bêtise ? Non, Oklahoma, 1995, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ensuite, dans le troisième, je finis avec mon clan, le troisième clan, en fait, aujourd'hui, il existe encore le Ku Klux Klan. Il n'y a plus que 6000 adhérents. Vous allez me dire, plus que, c'est beaucoup. Mais c'est surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le clan, il s'est dissous dans ce qu'on appelle aux États-Unis aujourd'hui le white power, avec un imaginaire différent, c'est-à-dire qu'il y a encore des cérémonies, mais c'est plutôt des pauvres types quand même. Hein. Enfin, excusez-moi hein, de cette expression un peu cavalière, mais c'est plutôt des gens un peu marginaux, voilà, le clan. Mais par contre, le white power, son idée, c'est quand même l'image du loup solitaire. Vous savez, le gars qui arrive, qui met une bombe, etc. Donc, c'est pas non plus super tranquille. Et puis, on voit bien hein, comment, quand même, les affaires comme celle de George Floyd, par exemple, hein, qui est la dernière en date, montrent à quel point, en fait, encore la vie des Noirs, le corps des Noirs américains est encore, en quelque sorte, l'objet d'une haine qui est assez spectaculaire et systémique, comme dirait Judith Butler. En revanche, parce que moi, j'aime pas du tout finir sur une note désespérée, because I'm not desperate, on peut aussi noter que Black Lives Matter, c'est aussi le premier mouvement où il y avait presque autant de blancs que de noirs dans les manifestations. Et ça, c'est quand même une autre Amérique. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis désolée, parce que c'était pas joyeux. Voilà. Joyeux Noël. J'enlève ça.